Bienvenue aux rencontres d'ici Beyrouth. Cette édition a pour thème les répercussions de la guerre à Gaza sur le Liban. Nous aborderons le volet politique avec Richard Kouyoumjian, député des Forces libanaises et ancien ministre. Nous allons aussi aborder le volet géostratégique et régional avec Kahim Sadeh, expert des pays du Golfe, et le volet économique avec Fouad Zmekhoul, doyen de la faculté de gestion et de management de l'USJ et président du mouvement international des chefs d'entreprise libanais MIDEL. Nous consacrerons un temps pour les questions à la fin de ce panel. Je commence avec vous, Richard Kouyoumjian. Quels sont les facteurs directs et indirects qui empêchent l'application de la résolution 1701 aujourd'hui? Pour appliquer le 1701, il devrait y avoir une bonne intention. Surtout qu'une des répercussions politiques de la guerre de Gaza, c'était l'ouverture du front sud du Liban. Hezbollah a bien décidé d'ouvrir ce front according du principe ou de la stratégie iranienne de l'unité des fronts. Malheureusement, on n'a pas assisté à cet engagement de Hezbollah envers Gaza. Tout ce qu'il a fait, c'est il dit que c'est un front de soutien, pas un front de confrontation. Et les conséquences de la guerre de Gaza sont bien évidentes et connues. La destruction totale de Gaza, le montant des réfugiés palestiniens, 30 000 morts, etc. etc. So, Hezbollah a juste ouvert le front. Il n'a pas pu aider Gaza. Il a causé beaucoup de mal au Liban. Il a perdu, je pense, toute crédibilité parce que aider Gaza, ça ne veut dire pas juste ouvrir un front de Moussenadé, mais il fallait être engagé beaucoup plus. So, toute cette rhétorique d'unité des fronts, de la libération de Jérusalem, de la Galilée et tout ça, il a été discrédité, Hezbollah. Alors, dès le début, nous en tant qu'opposition, on a demandé l'application du 1701 parce que le 1701 veut dire que seule l'armée libanaise et l'UNIFIL vont être déployés au sud de Litanie et toute présence militaire devra se retirer au nord de Litanie. So, maintenant, on est dans un litige. On est entre deux lignes stratégiques, mais fondamentales. La première ligne, c'est la position de Netanyahou, la position d'Israël. Il n'y a pas de retour au statu quo ante de octobre 7. Oui. De l'autre part, il y a Hezbollah qui tient à rester dans le sud, préconisant la défense et la résistance contre l'ennemi israélien. Ben, la seule solution pour le Liban, c'est d'appliquer le 1701 et à Hezbollah de se retirer du front sud et de livrer la souveraineté, toute la souveraineté à l'armée libanaise, à la légalité libanaise. Maintenant, c'est l'échec total de cette rhétorique de Hezbollah, de la stratégie de résistance, la stratégie de la libération de Palestine et tout ça. Il s'est avéré que tout ça, c'est des rhétoriques, juste une excuse pour qu'ils maintiennent ses armes et ses missiles. Kahim Sadeh, vous êtes d'accord avec ce que M. Kouyoumjian vient de dire? Est-ce que le Hezbollah aujourd'hui est en position de force ou pas? Ça, c'est de un. De deux, est-ce que le Hamas est si vous voulez, l'ultime sacrifice qu'a fait l'Iran
pour préserver le Hezbollah au Liban? Permettez-moi d'abord de saluer la salle et de remercier ici Beyrouth de m'avoir invité. J'espère être à la hauteur et éclairer la salle au niveau de la luminosité. Écoutez, pour rester sérieux, d'abord dire que le Hezbollah est en position de force, c'est un euphémisme. Nous sommes, et soyons réalistes, je ne fais pas de politique, hein, je fais de la géopolitique. Nous sommes dans un État défaillant. Il n'y a pas d'État au Liban, l'État est absent. Et forcément, celui qui a le monopole des armes aujourd'hui, c'est le Hezbollah. Et il est donc en position de force. Mais ce que je voudrais dire, et c'est ce un petit peu pourquoi j'ai accepté aussi votre invitation, vous savez, j'ai travaillé longuement sur le Moyen-Orient. J'ai toujours été réticent à parler de mon pays, le Liban, d'abord pour rester objectif. Mais j'avais envie, quelque part, de venir aussi parler de quelque chose aujourd'hui qui a trait au destin de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nos politiques, et soyons honnêtes de le dire, ne se posent plus ou ne posent pas la question existentielle. Quelle est la suite et quelle est la formule? Évidemment qu'il y a aujourd'hui une milice armée qui a le monopole des armes. Il y a derrière elle un État qui est l'Iran et qui joue sa partition. Et effectivement, à travers l'opération du 7 octobre, a permis à l'Iran de jouer cette partie de tric-trac maintenant avec les États-Unis en ouvrant ce qu'on appelle les fronts, la stratégie des fronts, c'est-à-dire le Sud-Liban, l'Irak, la Syrie et les Houthis au Yémen. Mais ce que j'ai envie de dire, et de rebondir aussi à ce que vient de dire monsieur le député, dont je partage les idéaux, et je le dis carte sur table, aujourd'hui, dans cette redistribution des cartes, dans ce nouveau jeu d'alliance auquel on assiste, où il y a une remise en question, alors on peut en parler, et je vais laisser quand même un peu de temps pour les questions après, mais depuis la guerre en Ukraine, avec aussi l'opération qui se déroule à Gaza, on voit qu'il y a un changement de paradigme dans la région avec des nouveaux jeux d'alliance. Qui aurait dit... Un nouvel ordre mondial, c'est ça? Déjà un nouvel ordre mondial, effectivement. Qui aurait dit il y a quelques années qu'un prince saoudien aurait pu infliger un camouflet à un président américain et se ranger du côté de Poutine, par exemple? Donc, on a aujourd'hui une redistribution des cartes. On a un Moyen-Orient qui joue sa carte. Je parle des pays du Golfe, je parle de Mohammed Ben Salman, je parle de Mohammed Ben Zayed, je parle du Qatar. Et tous ces pays-là sont en train de jouer aujourd'hui sur ce nouveau paradigme, de surfer dessus. Ils ne sont plus les vassaux des États-Unis comme ils l'étaient auparavant. Et cette région donc connaît un nouveau jeu d'alliance. Quelle est la place du Liban et quelle est la place du camp souverainiste dans ce nouveau jeu d'alliance? C'est un petit peu cette question que j'avais envie aussi de venir poser. On a vu que le camp souverainiste au Liban s'est accroché à l'Occident, mais qu'il a été lâché. On a vu que... Pardon, excusez-moi, vous trouvez vraiment qu'il a été lâché? Comment vous justifiez? Si je compare par exemple avec un président d'un pays voisin pas très loin qui a longtemps dominé le Liban et qui est toujours en place, j'ai envie de dire que finalement son allié a été beaucoup plus fidèle que lui parce qu'il est toujours en place. Je parle de Bachar al-Assad. Donc aujourd'hui, c'est cette question que je me pose aujourd'hui, d'abord en tant que politologue, mais aussi en tant que citoyen libanais, parce que j'avais envie de venir m'exprimer aussi sur cette question-là. Quel est aujourd'hui notre avenir, c'est-à-dire les libanistes, les gens qui croient au Liban, dans ce nouvel ordre mondial où on voit que la Chine a un rôle à jouer, que la Russie a un rôle à jouer, et qu'on a un Occident fébrile et qui est déjà complètement asservi à l'État d'Israël. Aujourd'hui, cette fracture-là, on la voit aujourd'hui, moi j'observe les médias, dans la différence de vision. Autant la rue arabe, ce qu'on appelle la rue arabe, c'est-à-dire nous, cette rue qui s'est déplacée sur les réseaux sociaux, est complètement dévastée par la catastrophe humanitaire qui se déroule actuellement à Gaza, autant on a un Occident qui suit l'État d'Israël et qui, parce qu'il y a eu le 7 octobre, voilà. Donc cette différence de paradigme, et j'en terminerai là, et je suis prêt à en débattre autant que vous voulez, m'intrigue et je cherche à savoir quelle serait la place du Liban dans ce nouveau paradigme. Je reviens vers vous
Très bientôt. Fouad Zmekhoul, qu'est-ce que vous pouvez me dire des effets de cette guerre sur l'économie libanaise? Tout d'abord, bonsoir Lydia, merci de m'avoir invité, merci à ICI Beyrouth, merci à tout le monde. Quand on s'appelle déjà Zmekhoul, c'est un nom lourd à connaître, et avec un Z, donc je suis habitué à être le troisième, donc le dernier, donc ça m'empêche nullement, surtout après des présentations. Vous savez, écoutez, comme j'ai été présenté comme doyen et comme stratège ou chef d'entreprise, vous savez, dans les entreprises ou dans la stratégie, on doit toujours mettre deux points. Un point où nous sommes exactement, ce qui est très clair, basé sur les faits, et un deuxième où nous allons, aussi basé sur les faits. Alors où nous sommes, il ne faut pas oublier que nous venons quand même de la plus grande crise économique mondiale, fiscale du monde, qui a été jugée par la Banque mondiale dans tous ses rapports spécifiquement, comme une crise qui n'a pas eu de précédent au monde. Alors on était dans la 50e, puis 100e place, puis maintenant on est devenu la crise quand même atypique monétaire et fiscale du monde. Ça, on doit bien insister sur ça. Le deuxième mot qui est clé, que nous lisons aussi dans tous les rapports de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, et je ne commenterai pas dans ma première partie, c'est qu'une crise préméditée. Alors, préméditée par où, pourquoi, comment, ça peut être à l'interne, au régional, à l'international, on pourra le commenter. Donc, commençons sur la crise, qui est la crise la plus grande économique et sociale. Donc, on parle d'un crash total, un crash de dépôt, un crash d'un secteur bancaire. Oui, mais qui est lié à une crise politique. D'un crash, on parle d'un fait. Alors, pourquoi? Oui. On peut en discuter, mais je parlais des faits où nous étions exactement le 6 octobre. C'est important de savoir où nous étions le 6. Donc, on peut dire que nous étions en train de faire face à cette crise, après quand même 4 ans de cette crise atypique. Mais n'empêche, il y avait un point positif, je dis bien le 6 octobre. Le point positif, c'est que durant les derniers rapports, en tout cas de ce qu'on appelle les rating agencies, ils avaient donné un outlook stable, ce qui changeait quand même pour la première fois depuis les 4 ans. On venait de sortir d'une période estivale qui avait ramené quand même 1 800 000 immigrés libanais, qui avait injecté entre 3 et 4 000 dollars dans le système, et on espérait raccorder cette période estivale à la période de fin d'année 2023. Et suivant encore une fois les agences de notation internationales, on s'attendait quand même à un taux de croissance pour la première fois depuis 4 ans qui aurait pu arriver entre 2 et 3 %. C'est où on était le 6 octobre. Bon, 7 octobre, je pense, surprise générale. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle ou autre s'attendait en tout cas à cette attaque, mais on revient des étapes en arrière. On revient évidemment avec un coup extrêmement fort sur le secteur qui commençait à mettre la tête en haut de l'eau, qui est le secteur touristique. Évidemment, un coup extrêmement fort à la confiance. Je ne vais pas dire que la confiance revenait, mais on revenait sur une certaine stabilité, à savoir qu'on revient d'un PIB qui a avoisiné les 50 milliards, qui est tombé à 20 milliards sur une économie qui est devenue en grande une économie cash qui était assez dangereuse. Mais n'empêche, on avait une certaine stabilité qui revenait sur un secteur privé avec un secteur public complètement rachitique. Donc on revient, on prend un coup extrêmement fort sur le seul secteur qui commençait à reproduire. On prend un deuxième coup sur un secteur qui commençait aussi à avoir une croissance, qui est le secteur de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'on a un secteur d'industrie qui a pu se redessiner, qui a pu fermer ses dettes, donc c'était positif, qui a commencé à aller sur l'export. Sur l'export, ils prennent un coup parce que, évidemment, les coûts d'exportation ont augmenté, les coûts d'assurance ont été multipliés par 10, je dis sur la première période, en tout cas après octobre, et évidemment, on tombe sur ce risque et ce spectre de guerre qui est toujours présent. Bon, la seule différence aujourd'hui, c'est que malheureusement, on s'est habitué. Je me rappelle que qui d'entre vous n'avait pas un voyage en octobre ou en novembre, qui n'a pas voyagé de peur de bombarder l'aéroport, les avions Middle East ont été envoyés à Chypre et en Turquie et en Jordanie de peur des attentats. Donc ce qui a changé, bien que le risque est plus grand, c'est que malheureusement, une fois de plus, on s'est habitué sur un statu quo qui est assez négatif. Alors en chiffres, il faut bien savoir c'est quoi ce qui s'est passé directement. Alors comme je disais, il ne faut pas oublier qu'on vient d'un PIB de 50 milliards qui tombe quand même à 20 milliards d'une économie officielle avec environ 5 à 10 milliards d'économies parallèles. Déjà, on est sur 50% d'un chiffre d'affaires, 50% sur une économie pour une même population qui grandit. Voilà pourquoi on est un peuple qui devient plus pauvre, mis à part les dépôts, donc un peuple plus pauvre, avec des chiffres d'affaires de société qui est beaucoup plus bas. Bon, aujourd'hui, alors qu'on s'attendait à un taux de croissance de 3%, le dernier rapport de UNDP qui s'est passé il y a environ un mois avec le Dr Abdallah Derderi qui a visité le Liban nous donne qu'on aura une contraction de notre PIB d'environ 35 à 37%. Donc si on suit ça sur chiffres, donc on attend sur une rétractation de notre PIB d'encore 5 à 7 milliards. Bon, le ministre de l'économie a été plus positif, il a dit 10 milliards. Bon,
Je vais dire que, basé sur les chiffres, si on vend sur un 30%, 30% sur un 20 ou 25 milliards, nous sommes dans les 7 milliards, ce qui est énorme déjà. D'autre part, il faut parler non seulement de l'économie du Liban, mais de l'économie du Sud. Aujourd'hui, le Sud, jusqu'à cet instant, on parle d'environ 100 000 déplacés. 100 000 déplacés, ce n'est pas évident. On parle quand même de plus de 2000 habitations détruites. Et la grande question, c'est qui va les construire? Tout d'abord, ces habitants, je doute qu'ils ont les moyens. Et s'ils avaient les moyens, l'argent a été dépensé d'autre part. Et l'État libanais, aujourd'hui, ce qu'on appelle Al-Hiras et autres, n'a plus les moyens de le faire. De les indemniser. D'autre part, c'est très important de connaître que nous ne parlons plus de l'économie du Liban, mais parler de l'économie du Sud. L'économie du Sud était basée en grande partie, à 80%, sur l'économie agricole, sur les terres fertiles et autres. Absolument. Et cette économie agricole, tout d'abord, mis à part sa restructuration, parce qu'on sait qu'il y a eu plus que 60 fermes complètement détruites, et par hasard, des fermes détruites visées directement, on n'en parle pas. Nous savons qu'on a une pollution, parce qu'aujourd'hui, ces bombes à phosphore ont des objectifs. Faire fuir la population et détruire l'économie de cette région pour que la population ne puisse pas revenir. Parce que si elle va revenir, il faut qu'elle vive. Si elle va reconstruire sa maison, pour ceux qui ont la maison détruite, il faut continuer. Donc on parle de olive trees qui ont été détruits, on est en train de parler d'une très grande population et une population agricole qui aura beaucoup de temps, déjà si on a une accalmie, pour se reconstruire. Donc aujourd'hui, malheureusement, le coût de la guerre, et je dis bien de la guerre, parce qu'on ne va plus parler d'une guerre froide, quand on a une guerre qui se passe sur nos frontières, c'est que le Liban est en guerre. C'est vrai que ce n'est pas toute la continuité, mais aujourd'hui, quand on a environ plus que 250 morts, dont environ 40 civils, c'est-à-dire que notre pays est en guerre, avec des risques à tout moment de pouvoir entraîner le pays. Mais cette fois, il faut dire que le Liban a perdu toutes ses capacités de faire face, avant de dire de reconstruire. Il faut faire face à la guerre. On a connu la guerre, on a eu une guerre civile. Faire face à la guerre, c'est avoir des fonds, c'est avoir une opportunité d'exporter, d'importer, de pouvoir voyager et autres. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les possibilités de faire face à un nouveau conflit, quel qu'il soit, malheureusement, nous ne les avons plus. Il ne faut pas oublier, et j'ajoute si vous voulez, parce que vous bougez, oui, donc je pense que vous voulez arrêter, mais il faut se rappeler que le pouvoir, que le support international des pays donateurs, nous l'avons perdu, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, les fonds qui étaient présents et qui pourraient pu être supportés, que ce soit par les individus ou par les entreprises, nous les avons perdus. Et le plus grand point, la confiance, que ce soit à l'interne, régional ou international, nous avons perdu. Donc aujourd'hui, malheureusement, le coût de cette guerre est énorme pour le Liban. Le coût va être, à court terme, on a bien parlé des chiffres, mais à moyen terme et long terme pourra être encore plus dramatique. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est plus que tout ça, c'est l'habilité à reconstruire notre économie sur des bases. Parce que, encore une fois, si nous allons rester sur un état de guerre, parce qu'il y a deux options, c'est être un état de guerre, et à mon avis, Netanyahou, je vais laisser les politiciens eux-mêmes parler, mais a tout intérêt à rester sur un état de guerre, en tout cas c'est ce qu'il montre. Donc l'état de guerre va être coûteux sur la période à moyen et long terme, alors que si nous parlons en période d'accalmie, alors là je m'excuse d'être aussi un peu pessimiste, bien que je suis quelqu'un d'optimiste, mais même en tant qu'accalmie, la grande question, est-ce que nous sommes prêts à la paix? Parce que nous ne sommes pas prêts à la guerre, c'est très vrai, mais est-ce que nous sommes prêts à la paix? Et je ferai ça dans ma deuxième intervention. Richard Kouyoumjian, où est le gouvernement aujourd'hui? Pour corriger, je ne suis pas député, moi, oui. Heureusement. Où est l'État? Oui. Malheureusement, on a un ministre de la Défense, on a un ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'ils font à part faire des malheureusement, il n'y a pas de gouvernement réel au Liban. Il y a toujours l'État libanais, mais malheureusement, la décision stratégique de l'État libanais a été cédée au Hezbollah. La décision de guerre et de paix a été cédée à Hezbollah. D'ailleurs, le Premier ministre, il l'a déclaré, il l'a bien dit. On connaît tout ça, c'est pas nouveau. Malheureusement, la souveraineté du Liban n'existe plus parce que le vrai sens de souveraineté, c'est le monopole du tien des armes avec l'armée libanaise seule pour établir l'ordre public dans tout le pays. Mais malheureusement, le Hezbollah nous a pris vers une mahwar, le moment à l'axe de la résistance. Et ça fait partie d'une stratégie malheureuse de l'Iran
c'est l'exportation de la révolution iranienne, c'est l'établissement de Ummah islamiyya according to le Wilayat al-Faqih. So, on fait face à cette réalité maintenant. Malheureusement, il n'y a pas d'État libanais, mais il y a maintenant deux Libans qui se confrontent. Il y a un Liban souverain où il y a des chrétiens et des musulmans. Un Liban avec des aspirations, avec des principes de liberté, des principes de droits de l'homme, de l'émancipation de la femme, des principes de vivre une vie normale comme tout le monde. Et il y a un autre Liban, le Liban de Hezbollah, le Liban de la Mumana'a, c'est un Liban de la Ummah, un Liban qui ne nous ressemble pas. Et dans cet Liban aussi, il y a des musulmans et des chrétiens. So, on fait face à cette réalité maintenant. Pour essayer d'unifier ces deux Libans, ne serait-ce pas le moment d'élire un président? Ben, il y a l'idée de l'État où tous les Libanais et les Libanaises vont believing in this Lebanon, in the state of Lebanon. Yani, il faut croire à l'État libanais, mais à l'État libanais, ça veut dire que tout le monde est à partie égale. Tout le monde, il n'y a pas des citoyens de première classe et des citoyens de deuxième classe. On nous reproche que voilà, vous avez l'obsession de Hezbollah et tout ça. Non, mais il y a un État normal, une société normale. Il n'y a pas le modèle, et c'est ce qu'on essaie de dire, le modèle irakien, le modèle syrien ou le modèle des Houthis ne va pas être appliqué au Liban. On fait face à ce modèle et on va le combattre. C'est une réalité et c'est à la base d'édifier un État. On ne peut pas édifier un État, on ne peut pas faire un gouvernement, on ne peut pas avoir des ministères, des administrations, tout en ayant un mini-État, je dirais même un État dans l'État. Allah yarhamou Cheikh Pierre Jmaïl, le grand father, qui nous dit dawle dakhil dawle. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut trancher. Il faut avoir un choix définitif. Alors, vous me demandez à propos des élections présidentielles. Plus que jamais. Ça fait 1 an et demi qu'on est dans le vide présidentiel. Oui. Okay. C'est bien évident que le Hezbollah voudrait élire son propre candidat. Maintenant, plus que jamais, Hezbollah tient toutes ce que vous voyez, toutes ces manœuvres de Mubadarat al-I'tidal al-Watani. Il y a beaucoup de gens de bonne intention qui essaient d'avancer cet état de choses. Mais malheureusement, le Hezbollah, je dirais le tandem chiite, tient toujours à son candidat. On ne peut pas élire un candidat loyal au Hezbollah qui croit. Ce n'est pas une question personnelle avec Stamien Frangihi. Frangihi, il croit à la stratégie de la Muqawama, à la stratégie de Mahwar, à la Muqawama, à l'axe syro-iranien dans la région. C'est pour cette raison on va faire face à ça. Et malheureusement, une des répercussions politiques de l'ouverture du front au sud et de la guerre à Gaza, c'est que les élections présidentielles sont ajournées à ce que Hezbollah a lié toute activité politique, hein, même les réformes, même les élections municipales. Tout a été remporté ajourné à ce que jusqu'on finisse avec ce qui se passe à Gaza. Très malheureusement, le Liban est bien lié maintenant avec ce qui se passe à Gaza. Mais vous ne trouvez pas que, parce qu'il y a certains qui pensent ça, que l'application de la résolution 1701 est intrinsèquement liée à l'élection présidentielle? Parce que c'est le président de la République qui est censé prendre la décision de guerre et de paix, qui est censé appliquer les résolutions onusiennes. Donc le fait qu'il n'y ait personne et qu'on soit régi par un gouvernement sortant
qui est, comme vous avez dit, soumis au Hezbollah. On est devant maintenant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la prochaine étape pour qu'on puisse débloquer, si vous voulez, l'échéance présidentielle? Est-ce que l'armée, à ce moment, a un rôle à jouer pour pouvoir faciliter cette application? Well, mis à part ce qui se passe au sud, bien que c'est bien lié, comme je vous ai dit, il faut s'attacher au processus démocratique. Bien que je vais paraître un peu idéaliste, où on a une constitution, où on vit dans un rule of law, dans un état de droit, dans un état démocratique, où on vit dans une ley jarga. Si le processus électoral est bloqué et on n'arrive pas à ouvrir le Parlement, une autre théorie a été lancée, la théorie du consensus. Avec la théorie du consensus, il faut que tout le monde vienne à mi-chemin. Malheureusement, je dis, tant que le tandem chiite tient à son candidat, il n'y aura pas d'élection présidentielle, sauf si on va will agree on their demand to élire Salamé Frangi. Et c'est ce qu'il propose maintenant. I mean, allez, on va négocier, on va avoir un dialogue. Qu'est-ce que vous voulez en contrepartie? Si vous allez élire Frangi, on va s'accorder, comme d'habitude, au partage de fromage. C'est ce qu'on refuse. Où on va aller, il y a deux solutions pour les élections présidentielles. Ou on va aller vers où on va aller élire démocratiquement un président et que le meilleur, que le plus fort gagne. Non, pas le plus fort, qui aura 65 voix, qu'il soit élu président. Ou si toutefois on va avoir un consensus, ben, tout le monde devrait venir à mi-chemin. Et comme le quintet a préconisé, c'est le troisième choix. Si toutefois un consensus devrait avoir place. Karim Sader, les négociations pour la trêve ont échoué. Il y avait une trêve qui était censée prendre place durant le mois de Ramadan, qui a échoué. Quels sont les scénarios auxquels on devrait faire face? Après ce qui a été dit par mes deux interlocuteurs, oui. Je crains d'être encore plus pessimiste. Mais bon, je vais essayer de ne pas trop l'être. Pour les scénarios, d'abord, il y a plusieurs paramètres à analyser. D'abord, il y a une personne aujourd'hui belliqueuse jusqu'au boutiste qui s'appelle Benjamin Netanyahu. Ce type, aujourd'hui, joue son avenir politique, joue son avenir tout court, et donc il n'a d'autre carte que de continuer la guerre. Oui, enfin, c'est normal, c'est pas pour autant. Il doit rendre des comptes à son peuple. Oui, enfin, rendre des comptes à son peuple, bon, au prix de 30 000 et je ne sais combien de morts. Toujours est-il que... Attention, je ne le défends pas, je joue l'avocat du diable. J'ai bien compris, mais est-ce que c'est aussi une bonne chose pour Israël que de devenir... d'avoir cette image-là, de se recroqueviller comme c'était les temps des débuts de cet État. Pardon? Oui, oui. En plus, il a le soutien indéfectible des États-Unis. Donc aujourd'hui, je pense que alors, il y a plein de choses à dire, mais ce qui est intéressant, par exemple, si on veut faire une comparaison avec 2006. En 2006, la guerre avait été plutôt provoquée par le Hezbollah. Et elle était plus à l'avantage du Hezbollah. Aujourd'hui, c'est Israël qui cherche cette guerre. C'est Israël qui voudrait étendre cette guerre. Hassan Nasrallah ne serait pas d'accord avec vous. Alors, non, je pense que Hassan Nasrallah joue très habilement une manière de contenir le front et je pense que la guerre n'est pas du tout à son avantage. D'abord, il veut rester sur ce qu'il a appelé en 2006 une victoire, c'est-à-dire une non-défaite. Mais il est obligé. Comment il va se justifier par rapport à ses partisans? En faisant ce qu'il fait, c'est-à-dire une sorte de
je dirais, de campagne militaire très chorégraphiée. Je veux dire, si la guerre devait s'étendre en 2006, ils sont arrivés aux mains en 48 heures. Là, maintenant, ça fait des mois que ça dure, et on a l'impression que c'est très chorégraphié entre ces deux acteurs, ces deux belligérants. Pardon. Donc c'est assez chorégraphié, et on voit que le Hamas a été, pardonnez-moi l'expression, envoyé au casse-pipe pour un peu servir l'agenda iranien. N'oublions pas que c'est une formation sunnite, que d'ailleurs on n'a pas parlé de la confession et la confessionnalisation, parce que c'est le cœur de notre problème existentiel dans ce pays. Donc on a la formation du Hamas qui, à mon sens, a été envoyée au casse-pipe le 7 octobre pour faire le sale boulot, et derrière pour permettre à l'Iran de négocier avec les États-Unis, et un Hezbollah qui continue à jouer son rôle frontal de résistance, mais avec, je dirais, une campagne militaire qui, pour moi, jusqu'à maintenant, est assez contenue, malgré toutes les catastrophes qu'on voit dans le Sud. On n'est pas du tout dans un conflit élargi, et pour l'instant, ça reste contenu. Voilà. Ensuite, j'aimerais souligner 2-3 points, et je voudrais aussi un peu parler de politique intérieure. Monsieur Kouyoumjian parlait de la présidence. Alors, moi, je suis maronite, donc je suis bien placé pour parler de la présidence. La présidence, aujourd'hui aussi, il faut revenir aussi aux problèmes internes libanais. Depuis Taïf, les prérogatives du président se sont réduites. Et on voit aujourd'hui que ce poste-là, on a l'impression que personne n'en veut. Parce que autant le front de ce qui s'appelle la résistance a son candidat et est prêt à se battre jusqu'au bout pour l'avoir, et c'était le cas d'ailleurs dans les précédentes élections avec Michel Aoun, autant le camp souverainiste toujours est timide. On sent une certaine timidité à aller justement se présenter à ce poste. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'ils se sont ralliés autour de Michel Mawad et puis de Jihad Azaour, et ils essayent. Mais pourquoi est-ce que les grandes figures justement qui ont vraiment un vrai poids, comme le docteur Sami Jarjar, comme Shir Sami, pourquoi ces gens-là justement ne vont pas sur le front? C'est un autre sujet aussi dont j'ai envie de parler. J'étais venu parler géopolitique, mais bon, oui. C'est raté. Mais c'est aussi important aussi de souligner ça, c'est que cette vacance présidentielle, elle est aussi liée à la faiblesse aujourd'hui des prérogatives de ce président. On a l'impression que personne ne veut trop y aller. Alors on envoie un candidat de façade, parce que, pardon, au niveau popularité, ce ne sont pas ces candidats que vous venez de citer qui représentent, par exemple, la rue chrétienne. Quand même, c'est-à-dire vous avez au contraire, il y a un nombre de candidats énorme pour la présidence. Qu'ils s'entendent pour trouver un véritable candidat qui a une assise populaire. Ça, c'est une première chose. Voilà. La deuxième chose, et je reviens encore une fois, c'est cette histoire de jeu d'alliance. On revient encore une fois. Il y a un camp aujourd'hui, malheureusement, qui détient les armes, mais qui est solidement appuyé par des acteurs ouverts. Or, le camp souverainiste aujourd'hui est victime de désintérêt. Je me rappelle, après le 4 août, tout le monde s'est rué sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a fait miroiter tant de choses à la rue libanaise qui était traumatisée après l'élection, l'explosion. Bon lapsus. Oui. Donc, on a vu qu'en vérité, M. Macron roulait aussi en coulisses pour les Iraniens, pour des enjeux économiques. Oui, c'est sûr. Donc, quelque part, on voit bien que les alliés du camp souverainiste ont un problème de crédibilité, de fiabilité. Et si ce n'est pas de la crédibilité ou de la fiabilité, de désintérêt. Par exemple, j'ouvre la parenthèse de l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite ne veut plus s'immiscer dans le jeu libanais. Pourquoi? Les Américains, alors Amos Hochstein n'arrête pas de faire la navette. Oui, d'accord, mais ça reste un enjeu minime. Le Liban, pour les Américains, c'est le troisième dossier du grand dossier iranien. C'est comme ça que nous sommes perçus. C'est important de savoir aujourd'hui comment nous sommes perçus. Et pardonnez-moi, mais je voyage, je rencontre des décideurs. Aujourd'hui, le Liban souffre d'un désintérêt, d'un ennui. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Il n'y a plus les enjeux économiques, par exemple, dont vous parliez. Aujourd'hui, le Liban n'est plus cette plateforme, n'avait plus cet intérêt. Son infrastructure portuaire, aujourd'hui, n'intéresse plus. Donc, on voit bien qu'il y a un abandon du Liban, un peu je pense, par lassitude, et puis par un nouveau jeu, justement, régional, dans lequel, à mon avis, une certaine partie du camp souverainiste n'arrive pas à s'accrocher. D'accord. Voilà. 2 minutes avant que vous
Oui, je débat, voudrais, je sais. Oui, allez-y, mais parce que je ne veux pas retarder M. Zmekhoul aussi. Je comprends bien je comprends bien les reproches envers le camp souverainiste. Peut-être que beaucoup dans le monde ici, dans les présents ici, ont aussi des reproches envers le front souverainiste. C'est pas les premières difficultés que ce camp, le camp souverainiste, c'est peut-être historiquement, on le représente maintenant, mais ça existait depuis, je dirais, 1975, depuis le début de la guerre, même depuis 1969. Écoutez, encore une fois, je ne devrais pas apparaître comme idéaliste, mais c'est un combat qu'on mène depuis 1969. Il y avait les Palestiniens, il y avait les Syriens, les Israéliens. Maintenant, il y a une nouvelle confrontation avec le camp iranien. Qu'est-ce qu'on fait? On confronte, on fait une confrontation. Maintenant, ça a pris dans le passé une confrontation militaire. Maintenant, c'est une confrontation tout à fait politique et populaire. On a pu... certains nous reprochent que vous n'êtes pas en train d'agir. Ce que vous faites, c'est une réaction à des événements beaucoup plus... Oui, beaucoup de gens vous critiquent pour ça. Plus large. Même si ce n'est pas la première fois que l'Occident, avec lequel on a des liens d'amitié et de principe, ce n'est pas la première fois. Il nous a lâché l'Occident en 1975. Il nous l'a lâché dans les années 80. Il nous a lâché dans les années de répression syrienne. Malgré tout, on a pu rester, on a pu, je ne dirais pas vaincre toutes sortes d'occupation et d'adversité. Mais tout de même, c'est un combat, je dirais, perpétuel, pas perpétuel, mais permanent pour le moment. C'est pas facile. Il a parlé, mon collègue, de géopolitique. Il y a beaucoup de changements dans ce monde. Pourvu qu'on tienne le coup, pourvu qu'on résiste un peu. On a pu empêcher Hezbollah d'avoir ce candidat pendant un an et demi. On a pu renouveler, avec notre force politique parlementaire, renouveler le mandat du chef de l'armée, malgré que beaucoup de monde voulait que cette armée se désintègre. On a pu maintenant rester, le fait de rester et d'avoir son candidat et de mener la bataille, le combat politique, je pense que c'est déjà bien. Les gens, nos électeurs même, nous demandent d'agir beaucoup plus, d'aider les gens socialement. On fait autant qu'on peut pour que cette résistance sociale, pour que les Libanais ne perdent pas l'espoir. Il faut garder toujours l'espoir, je pense. C'est une période difficile dans laquelle on est en train d'aller, mais tout de même, il faut avoir toujours l'espoir. Il faut avoir toujours l'espoir de résister et de rester dans ce pays et d'édifier un futur Liban qui répondra à nos espoirs et à nos aspirations. Fouad Zmekhoul, j'aimerais maintenant passer, s'il vous plaît, aux Houthis. Donc maintenant, ce qui est en train de se passer en mer Rouge est en train de paralyser le trafic maritime et le commerce maritime international. Est-ce qu'il y aurait des répercussions directes sur le Liban et la région au niveau des communications, au niveau des produits alimentaires, au niveau des carburants? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations concernant ce sujet? D'accord, merci beaucoup, mais j'ai un petit commentaire parce que ça m'a fait sourire quand j'ai entendu parler de la démocratie consensuelle. Oui. Donc simplement un petit commentaire là-dessus, que déjà quand on dit démocratie consensuelle, il y a une dichotomie dans la phrase, parce que démocratie ne veut pas dire consensus, et donc consensus est antidémocratique. Donc je veux dire que c'est des choses qu'on invente au Liban, démocratie consensuelle qui est complètement antagonisme. Ou on a une démocratie, ou on a un consensus. On peut de temps en temps avoir un consensus, mais c'est anticonstitutionnel et antidémocratique. C'était un
un petit commentaire qui m'a fait sourire, en tout cas, qui malheureusement est ce qu'on invente au Liban. Écoutez, aujourd'hui, l'élargissement de ce conflit sur la mer Rouge n'est pas uniquement simplement pour soutenir le front. Évidemment que c'est sous une casquette qu'on est en train de soutenir le front, on est en train de soutenir, de faire pression, mais à mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça. Alors, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, Bab el-Mandab, qu'on commence par la mer Rouge, c'est environ 30% du trafic commercial mondial. C'est 30%, dont une très grande partie du trafic européen. Donc aujourd'hui, cette pression n'est pas uniquement sur l'Égypte, où je vais arriver parce qu'il y a s'il vous plaît, une interférence directe sur l'économie égyptienne sur le canal de Suez, mais finalement, c'est beaucoup plus régional. Donc c'est beaucoup plus sur l'Europe, et on sait que les 3 plus grandes compagnies ou les armateurs ont complètement arrêté de passer sur ce canal pour des raisons d'assurance, de coûts, et bon, on a vu hier dernièrement le bateau qui a coulé, et pour information, qu'il y avait aussi des cargaisons qui venaient vers le Liban. Il faut savoir, dont des personnes libanaises qui étaient directement touchées, que je nommerai pas, eux-mêmes se nommeront, mais j'ai suivi vraiment l'histoire de ce bateau de très près, qui a été touché la première fois et qui a été coulé une semaine après, hein, pour des raisons de négociation, parce qu'il y avait des négociations monétaires directement. Aujourd'hui, ce qui se passe surtout, en tout cas avec l'interférence des Houthis sur le canal de Bab el-Mandab, c'est directement une pression directe sur le canal de Suez. À savoir que le canal de Suez rapporte à l'Égypte environ 10,2 milliards de dollars par an. L'Égypte, d'après les points officiels, vous dit qu'aujourd'hui, il y a une réduction de 50%. Honnêtement, si on regarde un peu le trafic maritime, on peut dire que c'est environ plus que 70%. 70% jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si on continue à couler et à attaquer, on sait que le canal de Suez va payer un coût extrêmement cher. Et d'un autre côté, c'est une pression économique sur l'Égypte. À savoir que l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, au niveau monétaire et économique, a besoin d'un fonds monétaire encore plus que le Liban, parce que sans injection de fonds, déjà, il y a des manques de devises en Égypte. On sait qu'ils ont une grande crise. Et à savoir, si on lit entre les lignes, je pense que l'interférence aujourd'hui qu'on voit sur la mer Morte est une pression indirecte sur l'Égypte pour d'un jour ou l'autre faire un deal, pour ouvrir ses frontières, pour offrir le Sinaï. C'est-à-dire que c'est des tensions directes pour essayer de trouver une solution, parce que finalement, ils vont bombarder, ils ont tué 30 000, ils vont tuer 50 000 et 100 000. Il ne faut pas oublier qu'on en a 2 millions. Et ces 2 millions doivent être ou placés, ou déplacés, ou arriver sur deux pays, ce qu'on ne voit pas du tout, en tout cas sur l'ère Netanyahou. Donc aujourd'hui, ce qui se passe sur la mer Rouge est une tension directe économique sur l'Égypte. Alors, quant aux répercussions mondiales, évidemment que ça a des répercussions mondiales très graves. D'abord sur les taux inflationnistes, parce qu'aujourd'hui, quand 30% du marché mondial qui est touché, à savoir aujourd'hui avec des répercussions aussi sur l'Ukraine, je vais y arriver parce que c'est même relié, et maintenant je vais y arriver, c'est-à-dire que les bateaux prennent des tours beaucoup plus grands, donc on a un coût de transport qui est multiplié par rapport à 2, on a des assurances qui ont été multipliées entre 10 et 15, et ça nous arrive sur une inflation mondiale, mis à part à ce qu'on vit au Liban, à savoir qu'on est sur une inflation de ce qu'on appelle triple digit, de 3 digits, on est à 175%, avec un coût de vie qui est beaucoup plus grand. Donc aujourd'hui, tout ceci est relié. Les attaques qui se passent aujourd'hui au Yémen, c'est vrai que c'est des attaques, mais ça ne fait pas mal. On sait que les Yéménites ont fait la guerre en Arabie Saoudite et autres, et c'est des gens qui sont habitués à survivre dans des cas pareils, et ça n'importe nullement leur économie, alors que les économies de la région sont directement touchées. Pourquoi j'ai fait une petite parenthèse pour l'Ukraine? Parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre de Gaza a ouvert les portes quand même à Poutine d'accentuer ses attaques en Ukraine. C'est-à-dire alors que tous les médias internationaux étaient branchés sur l'Ukraine et sur les attaques, donc à savoir, une fois que la priorité a été à la Gaza, on a vu que la guerre s'est intensifiée entre Ukraine et la Russie. Alors qu'on pouvait arriver à un cessez-le-feu, là on va sur un conflit qui va plus loin. Pourquoi je parle sur ce conflit? Parce que ce conflit a directement une interférence sur l'économie mondiale. Et là, on parle d'inflation, surtout sur les coûts agricoles, de production et autres. Et on voit que l'Europe paye un prix extrêmement cher de ce conflit qu'elle ne peut plus financer. Et si elle le finance, on voit qu'aujourd'hui, ils perdent la route. Donc aujourd'hui, malheureusement, Poutine et la Russie, économiquement, se sont replacés quand même sur une position, je ne vais pas dire de force, mais beaucoup moins de faiblesse. À savoir que même durant le conflit de Gaza, il ne faut pas oublier, pour la première fois, la Russie a pu être le premier exportateur de pétrole en Chine, pour la première fois à détrôner l'Arabie Saoudite après quand même des années.
Et nous voyons qu'il y a aussi une guerre de devises. On ne va pas oublier qu'une guerre de devises, quand même économique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un monde économique très perturbé, avec 3 grands conflits. Un conflit au Moyen-Orient, évidemment, à Gaza, mais qui touche toute la région. Donc évidemment, l'Égypte, la Jordanie, le Liban. On peut dire que nous avons un conflit européen, évidemment, entre l'Ukraine et la Russie, qui est beaucoup plus grand, mais qui touche l'Europe. Et nous avons une nouvelle guerre froide qu'il ne faut pas oublier, qui commence à voir le jour entre Taïwan et la Chine aujourd'hui, qui peut avoir des répercussions mondiales, et les États-Unis qui jouent aujourd'hui un peu le policier, mais qui sont directement prendre parti. Et nous avons, il ne faut pas oublier, des élections américaines fin 2024. Et d'habitude, avant les élections américaines, s'il y a une guerre, ça se maintient, et s'il y a la paix, c'est fébrile. Donc en tout cas, ce n'est pas une ère de paix. Donc malheureusement, économiquement, nous allons sur une année 2024 avec beaucoup de risques économiques, évidemment sur le Liban, comme je l'ai montré, mais évidemment sur la région. Et un petit commentaire. Oui. Il ne faut pas oublier que notre économie libanaise, parce que c'est exactement où j'ai terminé, est une économie qui a quand même malheureusement, je dis malheureusement cette fois, été une économie résiliente, mais encore une fois, on a perdu notre pouvoir de résilience. On a perdu un secteur bancaire, à tort ou à raison, on peut être pour, contre les dépôts et autres, mais sans secteur bancaire, il n'y a pas de reprise. Qu'il soit nouveau ou ancien, on ne va pas rentrer dans ça, mais sans secteur bancaire, on ne peut pas refinancer une économie ni aller sur des exports et importations. Je dis une réalité. En gestion de crise, très bien, on a vu cette période aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les personnes, et je dis bien les personnes responsables de la plus grande crise économique et sociale, c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui soi-disant ont géré la crise durant 4 ans, qui à mon avis était encore beaucoup plus grave que la crise. Il ne faut pas rappeler que les 4 grandes décisions, entre guillemets, qui ont été prises durant la période 2019-2023, je rappelle, loi sur le capital contrôle qu'on n'a toujours pas vue, et même si on voit le jour aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec l'ancienne loi, il n'y a plus de capital, il n'y a pas de contrôle. La loi sur les subventions qui étaient financées par la Banque mondiale à valeur de 200 millions, ils sont rentrés dans un grand conflit qui va distribuer cette carte pour des lois électorales, et comment ça va être fait, on n'a pas vu la carte. La loi sur le blanchiment d'argent, c'est la seule qui est passée au Parlement, mais qui a été complètement vidée de tout ce qui était à l'intérieur, donc non acceptée par le Fonds monétaire. Et quatrièmement, la loi sur la restructuration bancaire, qu'on a attendue durant 4 ans et demi, et on a vu ce que nous a pondu notre gouvernement sur une loi. J'aurais préféré qu'il ne la sorte pas, parce que c'est encore pire de ce qui a été. Et dernièrement, il ne faut pas oublier que nous avons aussi des nouveaux points, qui est un budget dramatique, qui est en train sur une application très grave, et bien sûr des problèmes récurrents économiquement, qui est la loi des indemnités de fin de service et autres que nous voyons. Donc je suis en train de parler de ce que nous voyons aujourd'hui par les mêmes responsables. Je suis désolée de vous interrompre, mais je veux encore prendre une intervention de M. Sadel et de M. Koyoumjian. Alors rapidement, je vais spontanément rebondir sur ce très complet exposé qui vient d'être fait sur notamment la situation dans la mer Rouge. Alors vous avez parlé à juste titre, monsieur le doyen, des répercussions sur l'Égypte, mais il y a quelque chose de très important à mon sens, et je vais essayer de faire un recoupement avec le thème général, c'est le détroit de Bab el-Mandeb est aussi un lieu stratégique, de passage stratégique pour la Chine. Et on voit bien que ce qui est en train de se passer à travers les Houthis, c'est cette capacité de nuisance que veut montrer l'Iran toujours dans cette espèce de jeu de négociation avec les États-Unis pour sanctuariser son rôle régional, en montrant donc sa capacité de nuisance sur l'économie mondiale. Et Bab el-Mandeb, c'est 18% des passages des flux à peu près mondiaux, mais c'est 40% pour la Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Iran cherche aussi à ramener la Chine dans le jeu régional. Et ce que je voudrais dire, c'est qui aussi témoigne d'un changement de paradigme par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est que cette fracture sunnite-chiite à laquelle on était accoutumé, on la sent beaucoup moins maintenant. On voit bien que la Chine est venue chapeauter un rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est très intéressant ça, comme changement de paradigme. On était habitué toujours à voir cette rivalité qui était toujours d'ailleurs réveillée par les conflits israélo-palestiniens. À chaque fois, on avait cet axe qu'on appelait le camp dit modéré, c'est-à-dire Riyad, le Caire, Washington, versus donc le croissant chiite iranien, comme disait le roi Abdallah. Donc aujourd'hui, on sent moins cette ligne de fracture, et la Chine est venue quelque part aussi un peu, je dirais, réconcilier. Et on a derrière ça une volonté des États de la région, et là je voudrais parler des États du Golfe en particulier, et de Mohammed Ben Salman, qui veut la paix. Parce que son obsession, c'est cette vision 2030, c'est la prospérité économique, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est intéressant de voir que
malgré ce qui se passe à Gaza, malgré la tragédie, etc., du sort des Palestiniens, on a moins cette ligne de fracture habituelle où on voyait d'habitude l'Iran donc se présenter comme l'axe de la résistance, et on voit aussi que finalement les Saoudiens et les Iraniens sont quelque part toujours en train de discuter. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que quand les États-Unis ont commencé leur bombardement là, sur les Houthis, les Saoudiens ne veulent plus en entendre parler, alors que pendant 7 ans, Mohammed Ben Salman a mené cette guerre contre le Yémen. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est plutôt une phase de paix, d'accalmie. Et c'est intéressant de relever ce changement-là. Merci. Monsieur Koyoum-Jian, Oui. qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos des chrétiens du Sud? Parce qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'échos qui disent que ces chrétiens, ces communautés chrétiennes qui vivent au Sud ont été délaissés par les partis politiques, par l'État, qui sont en fait marginalisés. Non, pas du tout, parce que ce que je pourrais vous dire, c'est qu'ils ne sont pas lâchés. Il y a pas mal de chrétiens qui sont toujours dans leur village. Je vais vous donner l'exemple de Rmeish et de Ain Ebel. La majorité des résidents sont toujours là-bas. Même avant la guerre, il y avait beaucoup de gens de ces villages qui ont des maisons à Beyrouth ou dans les régions du Mont-Liban. Ce qui fait que certains ont quitté, mais la majorité demeure toujours là-bas. D'ailleurs, le nonce apostolique a fait déjà 3 visites dans les villages chrétiens là-bas. Nos gens, nos partisans sont toujours là-bas. On essaye d'aider les habitants autant qu'on peut au niveau social, au niveau d'assistance sociale, financière, logement, tout ça. Et on essaie de faire de nos mieux. On a dans chaque village une section des FL, une section, on essaie de les aider. On est toujours à leur côté. Ils ne sont pas laissés tout seuls. On essaye de faire de notre mieux envers eux. Merci beaucoup. Je vais laisser la place aux questions. Donc, si quelqu'un a une question, allez-y. Docteur Fatfat, allez-y. Le micro. Oui, on l'apporte tout de suite. Oui, je voudrais juste apporter quelques éclaircissements sur 2 points. Le premier point, c'est la 1701. Ce dont on est en train de parler pour le moment, c'est-à-dire le retrait au nord de Litanie des armes de Hezbollah, n'a rien à faire avec la 1701. La 1701, c'est beaucoup plus complet que ça. D'abord, elle se base sur le 1559, ça veut dire la démilitarisation complète de toutes les milices, et sur la 1680, ça veut dire la délimitation et le respect des frontières syro-libanaises. Deuxièmement, le 1701 parle de l'interdiction complète de l'importation d'armes au Liban, autrement que par les autorités libanaises. Ça veut dire tout passage d'armes à travers la Syrie ou par la mer est interdit. Et la preuve à ça que ça dépasse le sud du Liban, c'est que le UNIFIL a une marine et c'est la Syrie qui a empêché qu'il y ait, et beaucoup de Libanais aussi malheureusement, ont empêché qu'il y ait une véritable protection sur les frontières est et nord du Liban. Donc il faut se méfier du jeu actuel de Hezbollah qui est en train de dire on va appliquer la 1701 et ils ne sont pas en train d'appliquer la 1701. Et même s'ils acceptent de se retirer au nord de Litanie, à mon avis, c'est pour avoir une main beaucoup plus puissante à l'intérieur du Liban. Donc ça c'est très important. Peut-être que ici Beyrouth ferait bien d'apporter des éclaircissements à propos de 1701 dans une séance ou une émission, parce que c'est très très important. C'est tout à fait différent de ce qu'on est en train de parler pour le moment. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Deuxième point, c'est l'histoire géopolitique. Vous avez dit que le Liban est délaissé. À mon avis, en géopolitique, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de sentiment, il y a des intérêts. Moi, j'ai vécu de l'intérieur la période entre le 14 février 2005 et le 14 mars 2005. Et j'ai vécu le grand changement de l'intérêt vis-à-vis du Liban
des grandes puissances occidentales, les Américains, qui s'en foutaient du Liban fin février 2005, et des Français qui nous disaient, j'étais là avec M. Walid Jumblatt à Paris, qui nous disait, mais qu'est-ce que vous allez faire? C'était le 10 mars. Qu'est-ce que vous allez faire? Le Hezbollah a pu mener une manifestation avec 500 000 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement. Et quelques jours plus tard, ils ont changé complètement de position. Donc le problème n'est pas lié aux bonnes volontés des forces extérieures, ni au sentiment des forces extérieures. Elle est liée à ce que nous sommes capables de faire et de bâtir. Est-ce que nous sommes capables de bâtir une force politique intérieure qui s'oppose à Hezbollah ou pas? Le Hezbollah n'est pas fort. C'est toujours par comparaison qu'une force politique est forte ou faible. Et le Hezbollah est très fort parce que malheureusement le camp souverainiste en face ne fait pas assez, surtout sur le plan de l'unification de ses forces, pour pouvoir opposer une force valable sur le plan politique au moins. Je dis bien au moins, je le garde en douter, parce que pour moi, une occupation se résout difficilement en politique seulement. Je laisse ça à part. Et sinon, je crois que la responsabilité est la nôtre. Elle n'est pas la responsabilité du monde occidental. Merci, Dr Fatfat. Oui, bien sûr. Je pourrais rapidement répondre oui. Et rebondir sur ce que vient de dire Monsieur le ministre. Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai personnellement une analyse. Je pense que le Liban d'aujourd'hui, qui est à l'ère de la mondialisation, est divisé en deux. Et je crois qu'il y a deux genres de Libanais. Il y a ce que j'appelle les e-Libanais, c'est-à-dire nous, les souverainistes, ou les gens même de la diaspora. Parce qu'on a vu quand même qu'après l'explosion, il y a eu une espèce de grande volonté de la part de tous les Libanais de la diaspora. On n'a pas parlé de la diaspora, qui d'ailleurs est la soupape économique de ce pays encore, qui a une volonté de changement. Malheureusement, elle se heurte à un problème, c'est que face à ces Libanais, comme je les appelle, qui sommes les gens qui parlons, qui nous exprimons dans les débats, dans les réseaux sociaux, etc., il y a ceux qui contrôlent l'appareil sécuritaire, le hard power, c'est-à-dire les armes. Et malheureusement, il est difficile de lutter contre ça. Il faudrait vraiment que l'appareil sécuritaire soit de nouveau accaparé par l'État. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. Sinon, nous sommes condamnés, voilà, à, effectivement, exprimer notre bonne volonté, etc., sur les réseaux sociaux, mais sur le terrain, il y a une impuissance. Vous voulez répondre? Oui, allez-y. Oui, une seconde. Je suis tout à fait d'accord avec le ministre Fatfat. Je ne vais pas parler de camp souverainiste, on en a parlé, mais pour ce qui est le 1701, évidemment, Monsieur le ministre, il ne faut pas se contenter du retrait de Hezbollah vers le nord-Litanie seulement. Dans les clauses de 1701, il y a le 1559, il y a le 1680, qui est bien, qui a été fait bien avant juillet 2006. Il a été fait en fin avril 2006. Ce qui fait que ce que le 1680 demande, c'est que la concertation entre le gouvernement libanais et syrien pour en finir avec la question de Shebaa et de Kfar Shouba, pour qu'ils aient les deux gouvernements un document qui le présente au secrétaire général des États-Unis pour en finir avec, pour avoir, parce que dans les records dans les archives des Nations Unies, Shebaa et Kfar Shouba, c'est des régions syriennes, bien que c'est libanais, mais dans les in the record, c'est des territoires syriens. Bon, il ne faut pas se contenter du retrait seulement vers le nord. Et comme a dit mon ami Sam Nassa, qui est présent parmi nous, on a fait une conférence, nous autres, sur le 1701. Il a dit, bien, vous demandez le retrait de Hezbollah vers le nord, mais il va se retirer vers le nord, vers l'intérieur du Liban. Qu'est-ce que vous allez en faire?
C'est tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Merci. ministre. Une autre question? Bon, quelque part, je vais continuer ce qui a déjà été dit. La 1701, c'est bon. Finalement, autorise le gouvernement libanais à demander à ce qu'il y ait une surveillance des frontières libano-syriennes. Sous la demande du gouvernement libanais, on peut demander que la FINUL, ou bien une force internationale des Nations Unies, puisse se déployer sur les frontières libano-syriennes pour bien les surveiller. Ceux qui ont refusé l'application de la 1701, c'est bien sûr le Hezbollah et la Syrie, parce qu'ils voulaient laisser la porte ouverte au cheminement des armes entre les deux pays. Et ça s'est répercuté sur tout le pays en entier, finalement. Ensuite, il y a un point qui est très important. On parlait tout à l'heure du rôle que la presse peut faire, du rôle de l'opinion publique libanaise. Le Hezbollah est en train de donner l'impression au public libanais que, quoi qu'il advienne, il est gagnant. C'est-à-dire qu'il soit perdant au sud ou qu'il gagne d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment il va gagner avec tout ce qui se passe là-bas, avec le nombre de personnes qui ont été tuées, le nombre des militants du Hezbollah qui ont déjà été tués, et des pertes humaines. Et il les persécute partout, à Nabatiyeh, à Tyr, bien loin du nord de Litanie. Ils sont en train de faire comme un brainwash de l'opinion publique, comme quoi ils ont gagné et ce qu'ils ont accompli doit être traduit sur la scène locale. Mais finalement, ce n'est pas l'état des choses, parce que je ne vois pas comment le Hezbollah a gagné. Personnellement, je considère que le plus grand perdant actuellement, c'est le Hezbollah et la Syrie, qui est en train d'être tapé jour et nuit sans aucune riposte, et le Hezbollah qui n'est pas à la hauteur des coups qu'il est en train de recevoir au sud. Alors il faut bien expliquer à l'opinion publique libanaise que le Hezbollah n'est pas gagnant, mais qu'il est perdant, et il ne peut pas riche, comme on dit en libanais, ce qui se passe à l'intérieur, parce que même politiquement parlant, il n'a pas réussi sa stratégie pour élire le président qu'il veut. Ça d'un côté. Géopolitiquement parlant, on parlait tout à l'heure de l'Égypte. Je ne sais pas si l'accord qui a été fait avec les Émirats et ce qu'ils ont signé pour le projet Ras al-Hikma, plus de 34 milliards, 100 milliards, je ne sais plus combien. Est-ce que ça peut être traduit finalement par un transfert des Palestiniens à travers Rafah jusqu'en la Sinaï, et pour qu'on en finisse avec le problème, parce que maintenant quand on voit que la trêve n'a pas été acceptée par Netanyahou, ça veut dire qu'il veut continuer même durant le mois de Ramadan. Il s'en fout pas mal des otages israéliens, et il veut continuer la guerre parce qu'il n'a plus rien à perdre de point de vue personnel, même si... Et on voit qu'il y a 67% des Israéliens qui sont pour la continuation de la guerre. Alors comment on peut expliquer ce fait? Écoutez, merci May pour la question. Je vais répondre directement. Regardez ce qui se passe dans les négociations. Je pense que nous n'avons vraiment pas vent. Il y a sûrement des négociations qui se passent comme ça se passe dans tous les conflits. Guerre veut dire argent, parce qu'on sait que la guerre, c'est financement de l'arme, ça veut dire beaucoup de marketing sur certaines armes. J'appelle moi cette guerre la guerre des drones. Hein. Si on suit un peu ce qui se passe au Yémen ou partout, c'est la nouvelle guerre des drones, parce que comme si, pour ceux qui se rappellent, comme quand on a eu la guerre au Liban, pour ceux qui se rappellent, quand on a eu les chars Leclerc qui étaient descendus, c'était pour vendre aussi des chars Leclerc quelque part. Il faut se rappeler que sur la guerre de 2006, c'était la guerre contre le Merkava, et savoir que quand le Merkava a été pénétré, c'était la fin de la
production du Merkava. Il faut savoir un peu qu'il y a toujours dans les guerres une grande économie, un commerce d'armes. Aujourd'hui, c'est un peu le commerce un peu mondial, que ce soit iranien, que ce soit israélien, américain, européen, sur ces drones que nous avions envoyés par les Russes et autres. Donc il y a toujours, ce que je veux dire, toujours de l'argent, toujours des grands deals et toujours des grands deals d'armement. Quant aux grands deals qui se passent aujourd'hui, ça me rappelle ce que vous dites, un peu le plan Kissinger qui était passé au Liban, qui est décédé il n'y a pas longtemps. On espère la mort à personne, mais quand même c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup aidé le Liban dans ses visions. Mais aujourd'hui, de déplacer des populations, on les quitte tout le jour. Il y a même ce qu'on peut dire, déplacer une partie de la population au Liban, non seulement en Égypte, on parle aussi de la Jordanie. Donc c'est très normal que tout le camp, en tout cas pro-israélien, pro-sioniste, je vais dire, et non seulement juif, parce que ce n'est pas nécessairement la religion, mais le pro-sioniste, va parler de déplacement. Donc dans le déplacement, on va écouter déplacement pour les mois à venir, tant que le conflit est là, et on va parler de deals et de milliards. Ça ne veut pas dire que ça se passera. Je vais simplement ajouter un point que je n'ai pas dit dans ma présentation, et il faut que tout le monde le sache. On a parlé de l'économie libanaise, on a parlé de l'économie de la région, mais on n'a pas parlé de l'économie israélienne. Et aujourd'hui, le prix le plus lourd qui est en train d'être payé et qui sera payé à court, moyen et long terme, c'est le prix de l'économie israélienne. Quelle que soit l'injection de fonds que nous voyons, certains qui ont une injection de fonds aujourd'hui américaine ou en dollars ou autre, c'est impossible pour l'économie israélienne de reprendre. C'est impossible. Le seul moyen, si Israël veut reprendre une certaine économie, c'est d'aller ou sur une paix globale ou sur deux États. Donc je dis très bien, aujourd'hui l'état de guerre, oui, ça va maintenir Netanyahou en position, il va continuer, au lieu de tuer 30 000, 60 000, il n'y a aucun problème là-dessus, mais par contre, il ne faut pas oublier qu'Israël a vendu un rêve à beaucoup d'expatriés qui allaient les chercher un peu partout au monde. Ce n'est pas tous qui sont là en deuxième et troisième génération. Il y a beaucoup de jeunes à qui on a promis qu'Israël c'est le Silicon Valley, à qui on a promis qu'Israël va être le gaz, à qui on a donné des habitations gratuites, où on a parlé d'une croissance de 7 et 8%. Donc il faut dire qu'il y a une grande partie de personnes qui sont venues s'installer en Israël, c'est ceux qui ont cru en ce rêve. Et ceux-là, aujourd'hui, c'est impossible qu'ils restent ou qu'ils participent à une reprise économique. Donc il faudrait bien passer. C'est vrai que notre économie libanaise est rachitique, c'est vrai qu'on paye un prix, c'est vrai que j'ai été entre guillemets pessimiste, plutôt réaliste, mais par contre ce que je peux assurer, et là c'est assurer que l'économie israélienne ne pourra jamais reprendre, le gaz israélien ne sortira pas, ne sera pas vendu s'ils ne font pas ou une paix globale ou deux États. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on est très en retard dans notre gaz, que ce soit le bloc 4 ou 9 ou le 10 ou le 8. Bon, là, on ne va pas parler du retard libanais. Il faut dire qu'ils étaient très proches de commencer, pas seulement l'exploration, mais la commercialisation, ce qui va être impossible en temps de guerre et qui va être impossible s'il n'y a pas une paix globale. Donc aujourd'hui, quelque part, je ne m'attends pas au gouvernement Netanyahou, mais il faut très bien voir qu'Israël, si elle veut explorer son gaz et son pétrole, si Israël veut être à la hauteur des promesses économiques qu'elle a faites à une grande partie de sa population qui essaye de s'enfuir ou qui a quitté, elle est obligée d'aller sur deux États. C'est pour ça, ces grands deals en milliards, personnellement, j'y crois pas. Oui, il y a des tractations. Je vois qu'il y a des grands deals qui se passent. Écoutez, moi, je ne les ai pas vus. Peut-être vous êtes plus connectés que moi. Voilà. Mais signer aujourd'hui un déplacement de cette population, à voir si cette population veut vraiment quitter Gaza. Après 75 années de résistance, après avoir été entre guillemets exterminée, franchement, je n'espère pas que c'est une population qui va accepter de quitter son terrain de cette façon, parce que ce qu'on a assisté aujourd'hui n'est pas une guerre, mais un holocauste quand même, encore pire de ce qu'on a vu. Donc je pense qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands. Et je reviens et je clôture. Oui, il y a des grands deals. Commençons par le deal qui s'est fait pour la seule libération des 2 otages israéliens. Et je pense que ça a été parlé sur les médias, que ces otages-là ont été vendus pour chacun 1 million avec une société allemande, alors qu'on voyait Israël qui faisait sa mission commando, la seule qu'ils ont fait depuis le début du conflit, juste après un grand camouflé, puisqu'on a su qu'il y a eu quand même un deal, à savoir que je ne donne pas de secret, je ne suis pas dans le secret des dieux, que ces 2 otages étaient dans une famille qui ont touché 1 million quand même pour chacun et qui ont donné l'information, et voilà comment l'opération s'est faite. Donc même sur ça, il y a eu un camouflé. Encore une question? Quelqu'un aimerait poser encore une question? On peut limiter à une question par souci de temps. On peut? Oui. Donc, nous avons affaire à un changement de paradigme qui est évident et qui se manifeste. Il y a des indicateurs qui sont assez clairs. Il y a la faillite de l'État. Il faudrait que nous puissions admettre le fait que c'en est fini avec l'État libanais tel qu'on le connaît. On a du mal à le croire, mais c'est une évidence qui devient de plus en plus évidente. Deuxièmement, il y a la politique de la terre brûlée qui n'est pas une coïncidence. C'est voulu que ce soit
par justement les Iraniens et par toutes les autres mouvances qui ont rallié les Iraniens dans cette entreprise de subversion où le Liban ne fait que être un des figurants quand même d'une équation beaucoup plus large. Troisième indicateur, c'est le problème des conflits gelés. Nous faisons partie maintenant des conflits gelés de la région. Nous faisons partie des conflits gelés de la région. Et nous arrivons à un cinquième indicateur, c'est celui justement de la multiplication des friches sécuritaires dans le pays et au niveau régional, et au fait que le Liban n'est qu'un État vassal. C'est un État lige qu'on instrumentalise dans des politiques de subversion aussi bien à des fins locales qu'à des fins régionales. Et merci. Merci beaucoup. Qui aimerait répondre? C'est un triste constat auquel je peux rajouter un facteur dont on n'a pas parlé, c'est la menace démographique. Et ça, on n'a pas du tout parlé de ça. Aujourd'hui, le Liban est menacé dans son existence aussi par ce poids démographique qui a été, je parle évidemment de la présence des réfugiés ou pas d'ailleurs, qui est devenu, a pris une proportion, je veux dire, incroyable, avec la complicité, il faut le redire, des instances internationales, de certains alliés occidentaux, etc. Donc il y a un problème effectivement aujourd'hui, une menace existentielle sur le pays. Je pense qu'il faut qu'on adopte des mots graves parce que c'est le cas effectivement. Et voilà, nous voilà aujourd'hui dans le tourbillon de ces crises régionales qui recommencent. J'aimerais entendre effectivement qu'il faut que nous nous battons, que nous résistons, etc. Mais voilà. Si on envoie les indicateurs économiques et surtout l'émigration, le départ de nos jeunes qui aujourd'hui peinent à rester dans ce pays, elle est là, je pense, la véritable guerre. Elle est là, la véritable bataille. Ça, c'est certain. Vous voulez ajouter quelque chose? Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Dr Chertouni. On assiste à la faillite de l'État libanais. D'après ma propre expérience, le système ne fonctionne plus. Le système politique, aussi bien que l'administration libanaise, le fonctionnement de l'État, de Deep State, même du côté administratif, il ne fonctionne plus. Il faut trouver un nouveau système avec l'accord de tous les Libanais. Et ce système, le début, c'est de commencer à appliquer là une sorte de décentralisation. Certains gens l'appellent fédération, n'importe, mais il faut trouver une nouvelle formule où tout le monde pourra vivre en paix et en sécurité. Écoutez, un petit commentaire, parce que vous parlez de faillite, je vais vous dire peut-être c'est une faillite politique, je suis parfaitement d'accord, mais il faut faire très attention que l'État libanais est celui qui a bénéficié le plus de cette crise. Quand on a parlé de crise préméditée dans les rapports de la Banque mondiale, je vous avais promis que j'allais commenter. Je le commente à la fin. Il ne faut pas oublier que l'État libanais en 2019 était l'État endetté de plus de 100 milliards. Aujourd'hui, l'État libanais, si on va rassembler toute sa dette, elle ne va pas plus que 5 milliards de dollars. L'État libanais avait une des plus grandes, je dirais, aux plus grandes charges, que ce soit dans les salaires. Après, c'était Retta Borawet et autres où on était arrivé. Aujourd'hui, les salaires en livres libanaises ont perdu 85%. Même si on part sur des augmentations, et là je vais vous dire, parce qu'on est revenu sur la même question, on parle d'augmentation, l'État libanais a réduit ce qu'on appelle ses operating costs. Troisième pas, l'État libanais a encore 50% des terrains qui lui appartiennent. Qui n'a pas vendu un terrain, une voiture, une montre pour enseigner à ses enfants à faire face à la crise? L'État libanais a toujours ses institutions, même si elles sont rachitiques, mais elle a toujours l'électricité du Liban, elle a toujours les télécoms, elle a toujours ses terrains. Donc l'État libanais, économiquement, est très loin d'être en faillite. C'est le peuple qui est en faillite, c'est plusieurs secteurs qui sont en faillite, c'est les déposants qui sont en sa faillite, et non l'État libanais. Alors l'État libanais joue un rôle très, très, très grave, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans le plan de restructuration, qui n'a rien de restructuration, qui dit, voilà, on va tourner la page, on recommence de nouveau, il suit exactement les mêmes méthodes, que ce soit
voit les méthodes de la Banque centrale, bien que le gouverneur par intérim fait des efforts, mais économiquement, c'est exactement la même politique qui a été suivie sur les 30 années. L'État libanais, aujourd'hui, est en train de reparler d'une augmentation des salaires, donc une nouvelle, c'est exactement de la même façon où ça a été fait il y a 5 années. Donc on recommence, rebelote, avec les mêmes personnes, mais avec, je dirais, malheureusement, des nouveaux pauvres. Hein. Le nouveau pauvre, c'est celui qui a travaillé toute sa vie, qui est prêt, et des nouveaux riches. Mais ces nouveaux riches, par contre, ben, c'est des gens qui travaillent dans la contrebande, qui ne sont plus dans le système et qui ne paieront jamais de taxes. Donc il faut très bien savoir que ceux qui ont faillite sur un État pousse, écoutez-moi bien, il va encore beaucoup plus loin. Il est en train de pousser lui-même aux grèves. Les grèves aujourd'hui sont poussées par l'État. Dans quel objectif? Que les employés du secteur public, qui sont plus ou moins encore transparents, qui ne sont pas très nombreux, ne viennent pas au travail, et on les remplace par les nouveaux corrupteurs qui ont leur tampon et qui aujourd'hui facturent au dollar frais pour savoir n'importe quoi. Donc imaginez à quel point on va. Et dernière étape, il ne faut pas oublier, le grand conflit qui s'est passé, qui est la Med des Khamsin dans le budget, qui disait quoi? Sur les indemnités de fin de service. Aujourd'hui, la grande bombe à retardement va être les indemnités de fin de service, parce que ça va faire extrêmement mal aux employés si ça se passe, et encore beaucoup plus mal à l'économie libre. Et ça, ce sera le nouvel point. Voilà. Merci à tous d'être venus. Vous reverrez cette émission sur toutes nos plateformes, sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt.